Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Laura. Salut Laura. Salut Marion, Alors toi, tu travailles chez l'expertcomptable.com, exactement. dont moi je suis cliente depuis un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et est-ce que tu as envie de partager le sujet de notre échange de ce jour? Et ben effectivement, donc en fait, bonjour à tous. Moi, je travaille donc au sein de l'expertcomptable.com, qui est un cabinet en fait qui accompagne énormément de freelance. C'est un peu notre spécialisation, hein. On accompagne beaucoup les prestataires de services comme Marion. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de répondre aux questions qu'on nous pose majoritairement un petit peu sur les taxes, comment on fait pour réduire un peu ces taxes, ces impôts, comment ça se passe sur les entreprises, selon différents statuts. En fait, ça varie tellement que parfois on peut un petit peu perdre les clients. Donc, le but, c'est qu'on va essayer de répondre à ces questions phares pour qu'à la fin de la vidéo, vous soyez des experts et que ça vous paraisse beaucoup plus clair, quoi. Et On que va vous essayer en payez tout moins cas. de taxes, moins d'impôts, moins de Voilà, cotisations. c'est ça, exactement. Bah, moi, j'ai assez souvent des questions là-dessus et j'ai aussi souvent du mal à répondre parce que ça dépend des statuts, ça dépend de la situation perso. Mais toi qui accompagnes beaucoup de freelance, est-ce que tu trouves que nous, les freelances, on a tendance à bien savoir comment on peut optimiser notre rémunération, nos impôts, nos cotisations? En fait, c'est souvent, on va dire 9 fois sur 10, la raison principale pourquoi vous nous appelez, en fait. Ah, ok. Souvent, c'est justement parce que ce point-là, c'est une zone d'ombre énorme. Et en fait, forcément, ce n'est pas votre métier hein, de base, hein, comme on le dit souvent, hein, chacun son métier. Et en fait, je pense que c'est le point le plus difficile quand on est freelance. C'est vraiment de s'y retrouver déjà dans ses statuts, parce qu'il y en a tellement que voilà, c'est compliqué. Puis une fois qu'on a choisi son statut, en fait, on ne sait pas trop justement déjà comment ça fonctionne quand on veut prendre du salaire, parce que en fait, vous voyez le chiffre d'affaires qui va rentrer sur votre compte bancaire, mais en fait, c'est pas ça que vous aurez dans votre poche à la fin, quoi. Donc ça, c'est hyper compliqué, je pense, pour les freelances voilà, calculer son chiffre d'affaires. Je pense que ça, c'est la partie que vous maîtrisez. Ouais. Mais après, savoir comment je peux faire pour récupérer ce chiffre d'affaires dans ma poche à moindre coût, ça, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Donc, je pense qu'on a certains clients qui sont vraiment super bien renseignés sur le sujet et qui auront fait plein de tableaux Excel, qui auront tout préparé. Mais en toute honnêteté, c'est plutôt Il n'y en deux a pas clients sur beaucoup. 10, quoi. C'est Ok, ça. C'est ça ça. Parce marche. que, ouais, c'est des sujets qui sont pas faciles, quoi. Donc c'est difficile. Ouais, c'est clair, quand on est freelance, ce point-là est compliqué. Et alors, pour commencer, en parlant de la micro-entreprise, bon, on sait que voilà, c'est un statut hyper simple, c'est facile de comprendre combien on doit verser. Par contre, la grosse contrepartie, c'est qu'on ne déduit rien. Donc, est-ce que toi, tu as des astuces que tu pourrais partager pour permettre aux micro-entrepreneurs de réduire soit le montant de leur cotisation, soit le montant de leurs impôts? Alors, c'est vraiment le principe de la micro-entreprise, en fait. C'est vrai, comme tu le dis, c'est un statut qui est hyper simple. Donc, franchement, moi, je recommande quand on se teste, qu'on n'a aucune idée de ses clients, son chiffre d'affaires, la micro, c'est bien parce qu'on ne prend pas trop de risques. Déjà, si ça ne marche pas tout de suite, on ne paye rien. Tant qu'il n'y a pas de Oui. chiffre d'affaires qui rentre, il n'y a rien à payer. Donc, ça, c'est quand même vachement rassurant. Et c'est vraiment un statut pour se tester. Après, c'est clair que sur le long terme, c'est pas facile, enfin, c'est pas le statut idéal dans le sens où on peut rien déduire, effectivement. Donc, à part réduire son chiffre d'affaires, ça va être compliqué, mais c'est un peu la seule astuce en fait, parce que c'est vrai que tout est calculé sur le chiffre d'affaires. Donc, s'il n'y en a pas, on paye rien. Par contre, à partir du moment où tu as du chiffre d'affaires qui rentre, là, tu payes impôts et charges à l'URSSAF dessus. Donc, il n'y a pas trop d'astuces pour réduire effectivement les taxations. Par contre, si vous êtes dans le cas où vous faites appel à des sous-traitants, là, franchement, il ne faut pas du tout partir en auto-entreprise. En fait, on a plein de cas où, par exemple, on va avoir des freelances qui vont faire des formations, je dis n'importe quoi. Donc, ils vont encaisser tout le chiffre d'affaires de la formation. Mais en fait, ils font appel à un sous-traitant, un formateur qui va faire cette formation. Donc, en D'accord. fait, admettons, il encaisse 10 000 euros. S'il doit en redonner 5 000 au formateur, lui, dans sa poche, réellement, il a que 5 000 euros. Mais en fait, il va payer sur les 10 000. Donc, Oui, ouais, c'est ça. c'est pas tellement une astuce pour payer moins, mais c'est plus un conseil si jamais vous êtes dans ce cas de figure-là où effectivement on reverse une partie de son chiffre d'affaires à quelqu'un. Là, par contre, la micro, c'est clair et net qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas du tout adapté dans cette situation-là, quoi. Ouais, dès qu'il y a vraiment des dépenses, le statut, Ouais, il est plus c'est ça. adapté, quoi. C'est ça, exactement. Et après, il y a peu d'entreprises qui le savent, mais on a quand même le droit à un abattement, en fait, quand le micro-entrepreneur il va déclarer son chiffre d'affaires
une fois par an aux impôts. Il va renseigner donc son chiffre d'affaires dans une case de la déclaration et il ne va pas payer sur tout son chiffre d'affaires. En fait, les impôts mettent quand même une réduction de 34% en général. Hein, les D'accord. freelances prestataires de services, en fait, on va diminuer le chiffre d'affaires de 34%. Donc ça, c'est une bonne petite astuce quand même de se dire, en fait, voilà, si on hésite sur le statut, si on a très peu de charges, bah, peut-être que l'abattement des 34, ça va quand même englober une partie de ses dépenses, en fait. Donc ça, voilà, D'accord. ça c'est peut-être la seule chose qu'on a un petit peu sur les micros, c'est ce fameux abattement qui va nous permettre de payer un petit peu moins d'impôts. Ouais. Bon. Ouais, la conclusion du coup de tout ça, c'est que en Pas micro, grand-chose, ouais. on paye des cotisations pas trop élevées, c'est un statut qui coûte pas cher, mais voilà, on déduit rien et on n'a pas trop de levier. Non, c'est ça. C'est assez limité parce que voilà, sinon, il faut réduire son chiffre d'affaires et c'est quand même pas le but C'est pas le but. quand on est freelance, c'est pas trop le but. Donc effectivement, on est un peu coincé quoi, dans la micro. Et toujours sur le sujet de la micro-entreprise, il y a le versement libératoire de l'impôt sur le revenu qui est possible. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est un petit peu obscur. Est-ce que tu pourrais démocratiser un peu ça? Ouais, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler en plus, donc c'est assez compliqué. En soi, si vous répondez aux critères pour bénéficier de ce prélèvement libératoire, ça, c'est vraiment super. En gros, donc il y a quelques conditions pour bien sûr y avoir droit, mais l'idée, c'est que on va déclarer son chiffre d'affaires donc à l'URSSAF, ça c'est normal, on paye ses cotisations à l'URSSAF, ça jusqu'à là c'est normal. Et on va pouvoir payer que 2% d'impôt sur le revenu, en général, hein, c'est à peu près Ouais, ça. qui sont prélevés avec les Ils sont cotisations prélevés URSSAF. avec les charges URSSAF. En fait, l'URSSAF prélève tout, quoi. Ils prennent Ouais, leurs 22% de charges sociales et ils vont prendre aussi les 2% qu'ils vont redonner ensuite aux impôts. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même super intéressant parce que du coup, 2% de son chiffre d'affaires, c'est un peu imbattable au niveau des impôts. ouais. Par contre, effectivement, il y a des critères, hein, forcément, sinon c'est pas rigolo. Donc l'idée, c'est de regarder son revenu fiscal de référence d'il y a 2 ans, donc 2 ans en arrière. Il faut qu'il soit en dessous d'un certain plafond. Donc, de mémoire, pour un célibataire, c'est à peu près 27 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, l'idée, après, il faut regarder forcément si on est marié, les plafonds sont un peu plus hauts, si on a des enfants, etc., ça change. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Donc, comment ça se passe concrètement? C'est au moment de la création de l'auto-entreprise, hein. Il faut bien faire la demande. Si on y a droit, on fait la demande. Faites juste attention, si on est dans ce cas de figure-là, donc les impôts, ils vous donnent ce prélèvement libératoire. Par contre, c'est bien au micro-entrepreneur de vérifier tous les ans qu'il est encore en dessous des seuils. Parce que si jamais il bascule au-dessus et du coup, il perd son prélèvement libératoire, ça ne se fera pas automatiquement, en fait. Donc, c'est vrai que la sortie du prélèvement, elle est un peu compliquée à gérer. Oui, puis il faut le faire, je crois, avant fin septembre pour l'année Ouais, suivante. c'est ça. Sinon, tu es coincé. Et en fait, c'est un casse-tête parce qu'il faut surtout. Alors, côté des impôts, c'est pas trop compliqué. On va juste cocher au moment de sa déclaration, bah voilà, on n'a plus le prélèvement libératoire, donc il nous recalcule le bon taux. Alors, déjà, bah, ça va faire un peu mal hein, parce qu'on va passer de 2% aux tranches d'imposition, donc le montant risque d'être légèrement plus élevé. Mais surtout, en fait, le plus dur, c'est de faire comprendre à l'URSSAF qu'il faut qu'ils arrêtent de nous prélever ces 2%, en fait. Donc, Ouais. c'est plus côté de l'URSSAF où c'est voilà, la difficulté, c'est un peu la sortie du régime, quoi, qui est un peu plus compliqué. Mais sinon, si on peut y avoir droit, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Ouais, c'est avantageux, mais il y a plein de gens qui ont peur de payer en double, du coup, de se dire, mais attends, les impôts, comment ils vont faire pour savoir que j'ai payé ça? C'est ça, bah en fait, c'est bien, donc pas de souci, en général, ça remonte bien. En fait, c'est un peu comme ce qu'on a bah, avec le prélèvement à la source maintenant sur les fiches de paye, hein, Mm. c'est le même principe. Là, l'idée, c'est que c'est l'URSSAF, pareil, qui cotise, enfin, qui prélève cette taxe-là, cet impôt, et qui le redonne ensuite aux impôts. Donc, normalement, ça doit bien remonter sur la déclaration Ouais, on pour paye ceux, pas deux fois, quoi. ouais, non, c'est ça. On ne paye pas deux fois. Tout se fait tout seul, en fait. Il faut juste contrôler qu'il n'y a pas eu de doublon. Hein, à la limite, hein, quand on fait la déclaration d'impôt, on verra facilement le montant des acomptes qui ont été prélevés, en fait, et ils ne vont rien vous demander de payer en plus, quoi. Ouais, d'accord. Par contre, je crois que enfin, une fois que tu as payé, tu as payé. Il n'y a pas de Oui, c'est remboursement. ça. Donc, pour des gens qui sont pas imposables, il peut y avoir plein de raisons, hein, parce que, je sais pas, vous avez plein d'enfants. Voilà. Parce que moi, j'en ai eu deux d'un coup, ça fait quand même bien baisser C'est clair. le prélèvement mensuel. Ou alors, il peut y avoir des investissements à côté qui défiscalisent. Euh, Enfin, il faut être sûr qu'on a à payer Voilà. des impôts Il avant faut être d'opter pour le sûr de versement ne pas libératoire. être imposable. C'est clair que si vous êtes imposable, enfin, si vous êtes non imposable, n'allez pas demander le prélèvement libératoire parce que là, pour le coup, vous allez payer 2% d'impôts alors qu'au final, vous n'en auriez peut-être pas payé. Donc, c'est clair qu'il faut faire quand même une petite simulation
les simulateurs sur Impôt.gouv, ils sont accessibles gratuitement. Donc, ça va assez vite de faire une petite simulation avec les prévisions de chiffre d'affaires que vous avez en tête. Et puis, comme ça, au moins, on se rend tout de suite compte si on en payerait ou pas, quoi. D'accord. Bon, bah ça, c'est un bon conseil en tout cas. Ouais. Et là, pour sortir de la micro et venir plus sur les statuts de société, par exemple, moi, je suis en EURL. Est-ce que tu as des conseils pour réduire soit le montant de ce qu'on paye en cotisation, soit des taxes vraiment voilà, côté pro dans un premier temps? Ouais, alors là, c'est vrai qu'une fois qu'on est vraiment basculé sur un statut de société, donc ça peut être le URL ou la SASU, hein, c'est en général les deux principaux statuts. Là, par contre, on a matière pour pouvoir optimiser et réduire un max ses impôts. Donc, la première option, ça va être vraiment d'optimiser un max ses frais. Donc, ce qu'on appelle, nous, les frais déductibles. L'idée, c'est qu'en fait, votre société, elle peut prendre en charge pas mal de dépenses en fait, toutes les dépenses qu'on a besoin pour travailler, donc ça peut être souvent les frais de déplacement, ça représente quand même un beau budget. Mais il y a plein de petites choses en fait qu'on n'est pas forcément au courant et qu'on peut passer. Et c'est des frais un peu mixtes, donc c'est ça qui est plutôt sympa. Donc voilà, par exemple, on peut avoir des trucs tout bêtes, hein, mais ça peut être voilà l'Internet, téléphone, des petites choses comme ça qu'en fait on utilise à titre perso et pro. Donc autant que ce soit la société qui les prenne en charge. Donc ça, c'est la première option. Premier conseil, c'est bien de se renseigner sur tous les frais qu'on peut déduire parce qu'il y en a un Tout ce qui est paquet. dépensé et qui Voilà, sert au travail, il faut que ça soit une société qui... exactement. Ok. C'est ça. Donc ça, franchement, il faut déjà bien se renseigner là-dessus. Voilà, c'est l'option numéro un, c'est déjà on optimise un max ses frais. Ensuite, bon, on ne peut pas créer des dépenses non plus, hein, donc au bout d'un moment, voilà, on doit quand même passer par la case impôt ou taxe. Donc là, après, il y a des vrais conseils d'optimisation entre, voilà, je vais prendre du salaire, donc mon salaire, il va être soumis à charge sociale pour voilà, sa retraite, etc. Il y a l'option, je veux prendre des dividendes. Et donc là, les dividendes, c'est encore un autre cas où c'est plutôt à la fin de l'année, une fois qu'on a payé l'impôt et ce qui reste, on peut le prendre en dividende et c'est un peu moins taxé que du salaire. Mais en fait, il faut vraiment avoir en tête que il y a des avantages et des inconvénients dans tous ces cas-là. Donc c'est vrai que c'est un sujet hyper complexe, hein, là, franchement. Donc déjà pour nous, c'est quand même assez compliqué. Il faut bien prendre le temps de tout calculer parce que en fait, d'une situation à une autre, chaque personne est différente. Toi, voilà, tu as eu deux petits-enfants, mais il y en a qui sont célibataires sans enfants. Ben, voilà, ça dépend aussi de la situation du conjoint. Donc, en fait, vu que dès que ça va toucher à l'impôt sur le revenu, il faut vraiment faire des simulations plutôt au cas par cas. Donc, c'est difficile Ouais. de trouver des conseils comme ça, un peu génériques. Mais l'intérêt, c'est peut-être le meilleur conseil, c'est voilà, effectivement de ne pas se lancer seul dans cette aventure et d'être bien accompagné en fait. Et une fois qu'on a les bons partenaires autour de soi, on va pouvoir voilà, facilement optimiser. Parce que nous, c'est un peu notre rôle, c'est carrément notre rôle en fait, hein. On fait toute la paperasse, ça c'est le travail numéro un Ouais. que vous nous déléguez. Mais après, le but, c'est aussi que nous, on soit là à vos côtés pour vous dire, OK, on va faire un petit tableau avec des chiffres concrets. On voit facilement voilà, la différence entre du salaire, des dividendes et toutes les petites options qui sont possibles, quoi. Donc, voilà, c'est possible d'optimiser, mais il faut être bien accompagné pour faire les bons choix, en fait, tout simplement. Mais en gros, tout ce qui est payé par notre société et qui est déductible, c'est des choses qu'on n'a pas à payer à titre perso. Voilà, Plutôt que de se verser de la rémunération sur laquelle la société va être taxée puisqu'on paye des cotisations, et nous aussi, puisqu'on va payer de l'impôt sur le revenu, il vaut mieux que notre boîte nous paye des choses plutôt qu'elle nous rémunère et qu'ensuite on soit double taxé exactement. dessus, quoi. En fait, c'est ça, l'idée, c'est que pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec ça, quand on est en société, on fait un bilan une fois par an. L'idée de ce bilan, c'est de faire OK, le total de tout ce qui s'est passé sur l'année. Donc, ça va être toutes les ventes, moins justement ces fameuses dépenses, donc tous les Ouais. frais qu'on utilise pour travailler. Et ensuite, ce qui reste, c'est ça que potentiellement on peut prendre en salaire ou non. Donc, le salaire vient encore en moins, les charges URSSAF viennent encore en moins. Et donc, à la fin de l'année, on calcule ce qu'on appelle le bénéfice. C'est en fait la soustraction de tout ça, quoi. Et là-dessus, la société paye des impôts. Ouais. Donc, forcément, plus on va optimiser ses dépenses au-dessus, moins on payera d'impôts sur la société. Mais là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que plus il y aura de salaire, plus on monte aussi ses impôts perso. Donc, l'idée, c'est de trouver le juste milieu pour voilà, essayer d'optimiser un max des deux côtés, en fait. Il ne faut pas avoir des œillères et penser que
à l'impôt de la société parce que derrière, il y a tout le perso aussi qui peut être impacté, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un jeu de jambes à avoir et C'est que des vases communicants. c'est des vases communicants, Et exactement. il y a des choses qu'on peut déduire auxquelles on pense pas forcément. Enfin, toi, tu constates que Ouais, ça vient en général de vous parce que les c'est freelances n'ont ça. pas pensé à ça. Ouais, alors les freelances, souvent vous avez beaucoup d'imagination quand même, hein. Vous Ah nous ouais? proposez quand même pas mal de d'idées qui sont pas toujours parfois possibles, mais souvent, ben, en général, vous, enfin, je sais pas toi Marion, quand tu t'es lancée, s'il y avait un truc où vraiment tu disais ça, je sais que je peux le passer. Je sais Non, pas si toi, non, je toi, t'avais pas réfléchissais pas comme forcément. ça Ouais. encore. Et bah, du coup, c'est vrai que nous, souvent, ils pensent tout ce qui est déplacement. Ça, en Ouais, général, les déplacements, les repas ou les voyages, en général, c'est les trois trucs qui reviennent sur le tas. Mais il y a des petites choses, effectivement, qui sont hyper intéressantes et auxquelles on ne pense pas. Si je devais en retenir, on va dire, les trois principales, je dirais déjà le loyer. Ça peut être un truc, on n'a pas ouais, forcément en tête quand on bosse de chez soi. Bah, en fait, on se dit, bah, je fais du télétravail. Mais en fait, l'entreprise, elle peut rembourser une petite compensation, en fait, comme un dédommagement. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça peut être bon ouais. à mettre en place. Donc ça, c'est le numéro un. Après, on peut avoir tout ce qui est chèque CSU. Bah, toi qui viens d'avoir des bébés, je pense que ça peut être pas mal. L'idée, Ouais, c'est ouais. que, Ils sont voilà. déjà tous dépensés, Et mais bah, parce nickel. qu'on peut pas en prendre tant que ça en fait, Non, hein. c'est ça, voilà, il y a un plafond, mais c'est vrai qu'on a le droit au chèque CSU et ça, c'est vraiment top. En gros, l'entreprise va acheter, voilà, on a un plafond à 1 800 € en gros sur une année. Donc ça, c'est une charge qui se déduit sur l'entreprise, mais par contre qu'on utilise à titre perso pour justement bah, soit garder les enfants, si on n'a pas d'enfants, ça peut être utilisé pour une femme de ménage. Donc Un ça, c'est vraiment jardinier, super plein de parce que trucs en fait. clairement, on réduit l'impôt sur les sociétés, mais on n'augmente pas l'impôt sur les revenus. Donc ça c'est nickel. Et c'est de Et puis, l'argent qu'on, enfin, selon notre situation qu'on a. Moi, ma nounou, je dois la payer tous les mois de toute façon. bah, voilà. Donc là, c'est de l'argent, il n'est pas tombé Gagner. du Là, ciel c'est parce du que c'est pouvoir ma d'achat société gagné, qui les a clairement, payés, hein, c'est mais clair. ouais, C'est ça. Et puis peut-être le dernier point qui est quand même important et auquel on ne pensera pas forcément, c'est la formation. La formation, en fait, on la paye avec l'entreprise. Donc, dès qu'on a besoin de se former sur telle ou telle certification, il y a des formations qui coûtent quand même super cher. Donc, on sait que Pôle emploi, des fois, peut nous en prendre en charge une partie. Mais pour ceux qui n'ont pas le Pôle emploi, ben, en fait, votre entreprise peut aussi les prendre en charge en fait, à 100%. Et en plus, que ce soit sur les chèques CSU ou sur la formation, il y a des crédits d'impôt. Donc ça, c'est encore un bonus, quoi. C'est en plus de déjà réduire le bénéfice, donc on réduit l'impôt. En plus de ça, on peut avoir un crédit dessus. Donc d'accord. c'est À tout titre bénéf, quoi. perso ou À titre pro, du coup. ah Là, non, sur la sur société, l'impôt sur ouais, les c'est ça. sociétés, Ça va être une d'accord. réduction d'impôt sur la société. Donc, qu'on fasse des formations. Donc, pareil, il y a quelques petits critères. Il faut que la formation soit un organisme de formation en Ouais. France, etc. Mais donc, sur la formation, on a un crédit d'impôt et sur les chèques cession, on a aussi un crédit d'impôt. Donc, c'est franchement super intéressant à titre pro. Là, franchement, faut y penser, quoi. Et alors, j'avais posé sur LinkedIn la question de savoir quelles étaient les questions que se posaient les freelances justement sur tout ce qu'on est en train de se dire. Et il y en a qui m'ont demandé si on pouvait faire des déductions fiscales en faisant du mécénat, en investissant dans certaines entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, bien sûr. Alors, le mécénat, en fait, c'est tout simplement de faire des dons. Alors, pareil, faites attention, on ne peut pas donner de l'argent à n'importe qui, hein. C'est à des associations à but non lucratif, évidemment. Alors, ça peut se faire dans les deux cas, hein. La société peut faire des dons. Ouais, Donc, à titre pro, on va avoir donc, le don en lui-même, c'est pas quelque chose, c'est pas une dépense déductible. Mais, par contre, on a 60% de ce don qui va être en réduction d'impôt. Donc, d'accord. quand on paye des impôts, c'est bien, ça nous permet de réduire son impôt pro. Et en fait, il y a le même système à titre perso aussi d'ailleurs, hein, si on veut faire des investissements, enfin faire des dons, pardon, à titre perso, on peut aussi le faire. Et pareil, de la même manière, sur sa déclaration d'impôt perso, on aura une petite réduction d'impôt. Donc, D'accord. les dons, c'est pas mal. Il y a des plafonds, évidemment, hein, maintenant, ça a été revu en plus récemment. Là, il me semble que c'est 20 000 € en gros maximum de dons. D'accord. Pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent sur la société, on peut faire 20 000 € de dons et puis on aura 60% de ces Oui, 20 pour 000 pouvoir euros. donner 20 000 € Mais de il faut dons sur les pouvoir les bénéfices, c'est donner, pas mal, hein. c'est clair. C'est clair, exactement. Mais bon, en tout cas, le mécénat, ouais, c'est une astuce qui peut être, voilà, on contribue aussi à s'investir dans une association, donc ça, c'est pas mal. Et puis, derrière, ça nous permet de réduire un peu ses impôts. Donc ça, c'est cool. Et après, les investissements, c'est vrai que c'est une question qui revient enfin, vraiment très souvent parce que bah, souvent, on a de l'argent justement sur cette entreprise et on n'a pas envie de payer trop d'impôts là-dessus. Surtout si jamais on a des investissements, voilà, on veut investir souvent dans l'immobilier, hein, ça c'est quelque chose qui revient Ouais. souvent. Ou alors on voudrait que notre société prenne
des parts dans d'autres sociétés. Ça, c'est du placement, en fait. Hein. Donc ça, il faut savoir que c'est tout à fait possible. Hein. Donc, les placements, ça, c'est le truc le plus simple. On peut prendre des parts. Notre société, elle a de l'argent. Elle peut investir dans une autre société dans le but, à terme, souvent, c'est juste pour que les parts qu'on a achetées prennent de la valeur, en fait. Et le jour où on les revend, on se fait une plus-value dessus. Mais on ne viendra pas réduire son impôt, par contre, en faisant ça. D'accord, ok. C'est juste, voilà, ça permet de placer un peu son argent et puis il va prendre de la valeur, entre guillemets, quoi. Ça, c'est la première chose. Et les investissements locatifs, alors là, c'est pareil, c'est un débat très large. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faisables. Mais concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, alors, l'entreprise en elle-même peut acheter un bien. Ouais. Et c'est risqué. Enfin, le bien, il faut se dire qu'il appartient à la société. Donc, le jour où on ferme la société, il faut revendre le bien. Donc, au prix des frais de notaire, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Par contre, on peut très bien avoir des montages. Hein. Par exemple, on crée une SCI. La SCI achète le bien. Et en fait, la SCI, elle est détenue par la société, par exemple. Enfin, la société a des parts dans la SCI. Comme ça permet d'avoir un vase communicant, en fait. Et la société peut prêter de l'argent à la SCI pour que la SCI fasse ses achats, par exemple. De cette manière, c'est peut-être mieux, ça protège peut-être un peu plus. Quoi. D'accord, ok. Et bon, tu le vois, il n'y a pas pensé à ça. Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, alors, le sujet des investissements, c'est très, très large. Donc, on pourrait en parler pendant, pendant des heures. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça qui sont possibles. Et alors, moi, tu vois, dans ma situation, je suis gérante de société, de URL. J'ai l'impression que j'ai pas trop de marge de manœuvre sur mes impôts sur le revenu. Alors bon, j'en paye moins maintenant parce que j'ai 2 enfants. J'en paye moins parce que j'avais fait un investissement locatif. Mais voilà, les salariés, souvent, ils peuvent faire les frais réels ou ils peuvent mettre des kilomètres de trajet domicile-travail. Moi, en travaillant de chez moi, je me sens vraiment... Je me dis, je peux rien faire, quoi. Est-ce que tu as des astuces? C'est vrai qu'en fait, il y a une partie où on va beaucoup le déduire sur la société. Donc, en fait, tu as l'impression que sur ton perso, tu ne peux rien déduire, mais en fait, tu as déjà déduit ces frais-là sur la société. Donc, c'est pour ça, en fait, si tu veux, tu as perçu un salaire un peu plus petit, du coup, parce que forcément, hein, si on passe des charges sur l'entreprise, il y a une plus petite enveloppe salaire. Ouais. Donc, en fait, toi, le salaire qui arrive sur ton compte bancaire perso, c'est vraiment le salaire, entre guillemets, net qu'on a bien optimisé côté société. En fait. Donc, après, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que toi, sur tes impôts perso, tu as un abattement quand même sur ton salaire. Alors, effectivement, quand on est salarié, on a le choix entre l'abattement ou les frais réels. Toi, tu auras quand même l'abattement d'office, en fait. Donc, tu as quand même un abattement, je crois, qui est de 10% sur ton salaire. C'est pas énorme, hein. Tu nous parlais de 34 tout à l'heure pour la micro. C'est vrai, pour la micro, ouais. Mais la micro, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas déduire justement les charges. Donc, c'est pour compenser en fait ce galbe-là. Quoi. Alors que toi, sur ton URL, voilà, tu peux te rembourser par exemple un loyer, tu peux te rembourser tes frais de déplacement, etc. C'est pour ça. Par contre, quand tu parles de loyer, je pense que c'est bien aussi de préciser que si ta société te verse un loyer à toi en tant que personne, tu as ton revenu imposable qui augmente aussi. Oui, et qu'il exactement. faut vraiment faut l'avoir en tête. Mais en général, quand tu prends du salaire, ça reste quand même intéressant parce que ce que je te disais tout à l'heure, si tu ne prends pas de loyer, du coup, tu vas prendre plus de salaire, forcément, vu qu'il restera plus d'argent sur ta boîte, tu vas forcément prendre plus de salaire. Ton salaire, on l'a vu, tu vas payer 45% de charges dessus, c'est tes charges URSSAF, et tu vas payer ton impôt. Et ton impôt sur le revenu, on a dit, tu n'as que 10% d'abattement. Donc, en fait, si tu peux te prendre un loyer, le loyer, c'est vrai, hein, il ne faut pas l'oublier, il faut bien le remettre dans les revenus fonciers, côté perso, parce que c'est un revenu foncier. Mais les revenus fonciers, tu as un abattement de plus de 30% dessus. Il me semble que c'est 30 ou 34%, ça dépend si tu es locataire ou propriétaire. Et du coup, tu as un abattement qui est plus important dessus. Et en plus de ça, tu ne payes pas de charges sociales. Tu ne payes pas 45% dessus, tu ne payeras que 17% de CSG. Donc, en fait, tu es gagnante quand même. Alors, ce n'est pas des gros montants, là encore. Hein, voilà, ça dépend d'où tu habites, etc. Mais en final, pour ceux qui prennent du salaire, c'est quand même intéressant de prendre une petite partie en loyer. Ça réduit un petit peu. Et après, pour ceux qui sont à Pôle emploi aussi, c'est pas mal. Parce que quand tu es à Pôle emploi, au début, tu n'as pas le droit de prendre de salaire. Oui, c'est ça. Donc, le fait d'avoir du loyer, ça te met quand même de la trésor dans ta poche et voilà, sans bouger ton chômage. Quoi. Donc, dans certains cas, c'est vrai que c'est quand même pas mal quoi, de se verser un loyer. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas occulter
quand même avoir en tête de bien le recopier dans sa déclaration d'impôt à la fin, quoi, c'est sûr. Ça serait bête d'oublier. Bah, disons que les impôts le sauront, ils ne vont pas oublier, quoi. S'ils se rendent compte qu'on a oublié de déclarer les loyers, ils risquent de ne pas être trop contents. Oui, d'imaginer que c'était peut-être pas un oubli. Voilà, c'est ça. Ok. Bah, du coup, j'ai l'impression que ce qu'on peut faire, c'est vraiment hyper lié au statut. Pour toi, c'est quoi le statut ou peut-être les statuts qui permettent le plus d'optimiser bah, la rémunération, la taxation, l'imposition? Alors, il faut savoir, il n'y a vraiment pas un statut qui est mieux que l'autre, hein. Vraiment, ça, c'est une idée reçue. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Et le but, c'est vraiment de voir lequel est le plus adapté pour toi, en fait, pour Ouais. ta situation à toi. Et pour tous les freelances qui sont en train de nous regarder, c'est vraiment ça la conclusion, en fait. C'est est-ce que tu as besoin d'un salaire déjà ou pas? Est-ce que c'est une activité où tu as un CDI ou le Pôle emploi à côté? Donc, pas besoin de salaire tout de suite. Il y a des points phares, en fait, comme ça, à identifier. Est-ce que tu vas avoir beaucoup de dépenses? Est-ce que ton chiffre d'affaires, il est en dessous d'un certain seuil pour justement voir si la micro ou pas, c'est intéressant. Et en fait, c'est tous ces points-là, mis bout à bout, qui vont nous permettre à nous, en fait, de voir lequel sera le plus adapté. Donc, c'est vrai que si on fait un gros schéma, quand on a besoin de salaire, bah, le URL, c'est bien parce que ça coûte quand même moins cher que la Mm. SASU. Quand, à l'inverse, on n'a pas besoin de salaire tout de suite, la SASU, c'est bien parce que on n'aura pas besoin de payer des charges sociales malgré le fait qu'on n'a pas de salaire. Donc, tu Ouais. vois, souvent, c'est les deux grands axes-là qu'on voit. Mais après, il faut rentrer dans le détail parce que tu vois, si tu as, un projet maternité rapide, bah, il faut savoir que le URL, il faut cotiser pendant 10 mois avant de pouvoir percevoir ton congé mat. Donc, tu vois, ça, c'est une info super importante, quoi, parce que si la cliente en face, elle est déjà enceinte et qu'elle a son congé mat qui arrive rapidement, Ça risque bah, il d'être faut un peu plutôt faire une angoissant, sinon. SASU pour pouvoir prendre 3 fiches de paye pour pouvoir avoir son congé mat. Tu vois, c'est des D'accord. utilités comme ça. Et au final, bah, ça, on ne peut pas le deviner. Donc, c'est là où c'est vraiment très, très important d'en parler à un comptable pour Ouais, qu'on non, je puisse comprends. savoir c'est quoi le plus intéressant. Mais voilà, il y aura forcément un statut qui sera plus adapté pour ta situation. Et peut-être que le statut que tu choisis à la création, bah, au bout de 3 4 ans, il sera plus adapté parce que ta situation perso, elle peut évoluer aussi. Donc, Ouais, puis même la situation de la boîte, en fait, on ouais. ne sait pas ce qu'on fera dans 3 4 Ah ans, non, hein. mais c'est ça, Et voilà. Donc, quel sens ça va voilà. évoluer. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas figé dans le marbre en fait, hein. T'avais peut-être tu peux créer une SASU parce que tu as Pôle emploi, puis au bout de 2 ans, bah, tu n'as plus Pôle emploi, donc tu transformes en URL. Et ça, c'est bien de le savoir, c'est possible en fait, hein. Vous gardez Ouais, le les même choses sont numéro pas immuables. SIREN. Ouais, on Ok, peut tout à fait. Il y a des coûts forcément, mais c'est possible. ça se Donc, fait. Ok, d'accord. ça, c'est rassurant aussi, quoi. Ok, bah écoute, merci pour tous ces conseils. C'est important, je trouve, de savoir quoi faire parce que, bon, le but, c'est quand même qu'il nous en reste le plus possible dans la poche à C'est la le fin but de du tout le mois, à monde, la hein. fin de l'année. C'est clair. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier truc auquel tu penses ou Bah écoute, on a fait le je tour selon toi? pense qu'on a balayé des sujets hyper importants, donc c'est vraiment bien de pouvoir en discuter, même autour de vous. C'est vraiment Ouais. des sujets super importants. Mais mon petit conseil, c'est peut-être de faire attention à parfois ce qu'on peut trouver sur Internet qui peut nous induire des fois en erreur. Donc voilà, je pense que le petit mot de fin, bah voilà. Vous pouvez nous contacter si vous voulez. Au niveau de l'expertcomptable.com, on est aussi là pour ça. Donc, les conseils sont gratuits, donc n'hésitez pas. Et derrière, au moins, ça vous permettra d'enlever une belle épine du pied, quoi, je pense, pour Ouais. vraiment faire le point sur la situation à l'heure actuelle, quoi. Ouais, et puis moi je dirais qu'il y a juste deux choses qu'on n'a pas abordées qui peuvent être intéressantes. C'est pour les micros, pas oublier de demander l'ACRE si vous êtes éligible. Parce que bon, quand on parle de parler moins de payer moins de cotisations, c'est quand même toujours intéressant de Ouais, c'est payer que clair. la moitié pendant un temps. Et la protection sociale aussi, quand on est en société, que ce soit bien votre société qui paye votre mutuelle, votre plan Oui. d'épargne retraite, et pas vous, quoi. Ouais, ouais, non, mais carrément, tu as tout à fait raison. L'ACRE, en plus, alors c'est automatique pour les sociétés. Si tu crées une URL et que tu n'as jamais eu l'ACRE, tu l'auras automatiquement. Par contre, les auto-entreprises, il faut faire une demande. Donc, en fait, ce ne sera pas automatique et il faut le faire dans les 45 jours. Donc, ça, c'est hyper important. Par contre, attention, si vous le demandez sur la micro, vous ne pourrez pas l'avoir à nouveau sur une société. Il faut attendre 3 ans, en fait. Donc, voilà. Donc, si tu as déjà eu l'AC sur ton auto-entreprise et qu'au bout de 2 ans, tu crées une URL, là, ce ne sera pas automatique, en fait. La condition pour que ce soit automatique, c'est que ça fasse au moins 3 ans sans ACRE. Ouais.
Ouais. Donc bon, on peut changer de statut, c'est ce que tu me disais, mais autant essayer de faire le meilleur choix dès le Voilà. départ. Ouais, c'est ça, C'est exactement. plus Parce que intéressant. du coup, si tu peux avoir l'AC, donc effectivement, tu payes moins 50% sur une auto-entreprise. On a vu que les charges en auto-entreprise, c'est 22, donc elles ne sont pas hyper élevées. 45% en EURL, si tu peux avoir l'AC, c'est quand même mieux, quoi, parce que du coup, tu Ouais, payeras que 20% au lieu de 45. Donc voilà, c'est sûr que quitte à avoir l'AC qu'une seule fois, autant le choisir sur le bon statut, quoi, c'est sûr. c'est ça. Non, non, mais c'est clair, tu as tout à fait raison. Et la protection sociale, bah, c'est clair que c'est hyper important. Et il y a plein de contrats qui existent. Bon, si on est en SASU, c'est vrai que de base, on a déjà une bonne protection, mais on aura quand même besoin d'une mutuelle. Donc ça, c'est vrai que ça peut être bien de savoir qu'effectivement, l'entreprise peut la prendre en charge, quoi. Donc oui, faut y penser. C'est très, très important. Exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup Laura pour tous ces conseils. Je pense que maintenant on y voit beaucoup plus clair Bah, sur j'espère, en tout cas, comment c'était ça le but. fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est top. Super. Et ben, merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité. C'était très, très enrichissant et j'espère avoir pu voilà, répondre à pas mal de questions. En tout cas, c'était avec grand plaisir. Oui, bah pour ceux qui ont plus de questions, je mettrai sous la vidéo le lien de ton profil LinkedIn Ouais, super. et puis aussi le lien de la page sur laquelle vous pouvez aller sur le site de expertcomptable.com pour demander un rendez-vous, poser vos questions. Et si vous décidez de travailler avec eux, vous avez 2 mois gratuits en passant par cette page. Donc, c'est toujours ça de prix. Exactement. Vous pourrez remercier Marion. C'est grâce à toi, Marion, que les clients pourront avoir 2 mois offerts. Donc c'est top. Profitez-en. Voilà, bah écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée.